Bonjour à toutes et à tous. Merci et bienvenue du coup à ce cinquième webinaire sur la posture, l'ancrage et la mobilité. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Jassec, un Lyonnais qui aime rire, profiter de la vie et accompagner les gens tout simplement. Pour la justification de mon intervention d'aujourd'hui, je suis également ostéopathe, ayant la chance de profiter de l'accompagnement mutuel de Corus et de Nacéol depuis quelques années en faisant partie de son comité scientifique sous la houlette du docteur Varlan que vous connaissez déjà. Donc voilà, comme je disais, j'ai eu la chance de faire un petit peu d'enseignement, d'approfondir mes connaissances dans la prise en charge des urgences en milieu sportif et de la recherche clinique, justement grâce à différents DU de la faculté de médecine et de l'école de santé des armées de Lyon. Je suis également gymnaste, toujours en activité, anciennement de haut niveau de par mon passage en équipe de France junior. Donc voilà pour une présentation très succincte pour ce qui est des formalités. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre ce qu'est une bonne posture et son interaction avec la qualité de notre mobilité, des notions qui reprennent tout leur sens au lendemain de ce début des confinements et à la reprise progressive d'une activité quotidienne. Alors, nous pouvons de nouveau bouger plus librement quand même après 8 semaines de confinement et finalement redonner du sens au mouvement. Nous avons tous plus ou moins subi une période de sédentarisation avec un impact sur notre statique et notre capacité réduite de notre mobilité, avec justement des effets délétères pour notre organisme. C'est pourquoi je vous invite tous ensemble, là maintenant, de voir conjointement l'impact de cette mise au repos forcée et comment nous pouvons de manière très simple y remédier en adoptant quelques règles élémentaires de prévention de soi au quotidien. Donc nous sommes obligés quand même de faire un constat aujourd'hui que l'absence de mobilité globale pendant une période longue engendre divers troubles sur l'ensemble du corps. Comme aime le rappeler l'adage ostéopathique, on dit que la vie c'est le mouvement. Donc quand je parle ici de mobilité, ce n'est pas seulement du point de vue articulaire, mais aussi bien du point de vue mécanique, musculaire, tendineux, ligamentaire, respiratoire, digestif, la qualité du transit intestinal, vasculaire, neurologique. En somme, tout ce qui s'aspecte à la physiologie. Nous pouvons nous demander pourquoi et en quoi la mobilité est essentielle à notre énergie, notre équilibre et notre bien-être. Pour répondre à ces questions, nous allons essayer de comprendre quelles sont les interactions avec le complexe musculo-articulaire pour commencer. Donc, toute articulation, peu utilisée, peu mobilisée, aura inévitablement tendance à s'enraidir, à être moins fonctionnelle. Nous pouvons faire le parallèle avec une pièce mécanique qui aurait tendance à se gripper, à s'encrasser, si elle n'est pas lubrifiée régulièrement par la mise en mouvement. Car nous aussi, nous avons un lubrifiant naturel dans les articulations, qui s'appelle la synovie, qui a besoin d'une activation articulaire pour être moins visqueux et permettre une fluidité au mouvement. Ce grippage articulaire a pour conséquence d'augmenter les contraintes mécaniques dans nos articulations, parce qu'il sollicite le complexe ligamentaire et musculaire pour prendre le relais nécessaire à la mise en œuvre du mouvement. Ce système étant plus sollicité qu'il ne devrait l'être, il y a apparition à terme de douleurs, de gênes et l'émergence d'un terrain favorable à l'apparition des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques et autres déséquilibres. Autre effet pervers quand même, cela entraîne également des dépenses énergétiques inutiles, venant impacter notre état de forme général. C'est pourquoi je vous propose dès maintenant et à reproduire tous les jours la mise en place d'une petite routine de dérouillage matinal afin de lancer et préparer vraiment votre organisme avant la journée. Donc, tout simplement, vous pouvez initier le mouvement en effectuant des rotations de tête, comme ceci. Faire quelques rotations de buste. Vous pouvez vous mettre debout, évidemment. Faire des rotations de bassin, de bras, les hanches. Voilà, bougez vos épaules, vos coudes, vos poignets. N'hésitez pas, vos chevilles. Vraiment afin de faire progressivement monter justement la température de votre organisme et ainsi préparer votre corps, vos muscles au mouvement. Vous pouvez ajouter également des flexions-extensions ainsi que des inclinaisons. Justement, tout ce qui est progressif. Tout mouvement en fait prend du sens pour une bonne mobilité tant qu'il n'est pas brutal et qu'il amène une sensation justement de liberté quant au ressenti.
Donc refaites ces mouvements simples qui prennent peu de temps, à peine 3-4 minutes, hein, en sortant du lit pour débuter votre journée, ou encore lorsque vous sentez justement un état d'ankylose ou quelconque baisse de tonus. Il faut savoir que le système musculaire, c'est la charpente du corps humain. C'est lui qui permet la mobilisation des articulations et de supporter le mouvement. Mais il sert avant tout de structure et de protection pour l'ensemble du corps. C'est lui qui nous protège principalement des douleurs quotidiennes et si un défaut d'entretien les provoque. D'où l'importance d'entretenir ce système en l'assouplissant régulièrement tout en le renforçant, en le mobilisant en soi. Donc cette remise en mouvement sera d'ailleurs abordée par notre expert APS, aptitude physique et sportive, lors de notre prochain webinaire. Donc voilà une raison de plus justement pour mettre en place cette routine matinale et ce quotidiennement. Mais au-delà de ces désagréments constatés par le manque de mobilité, d'autres troubles, moins visibles, mais voire aussi inconfortables, sont quand même susceptibles de voir le jour. Par exemple, on va voir là l'impact sur la sphère digestive et sa physiologie, qui n'a maintenant plus de secret pour vous grâce à l'intervention de Valentin, notre expert nutrition, il y a peu. Donc, un petit rappel de physiologie. Le transit intestinal se fait par contraction musculaire tout le long de vos organes. C'est une fonction que l'on appelle le péristaltisme. Pour faire simple, la paroi de votre tube digestif se contracte sous forme d'onde, sous forme ondulatoire, pour faire avancer le bol alimentaire jusqu'à son évacuation. On a constaté que le peu de mobilité engendrait une réduction de cette action, donc à faire ralentir le transit intestinal avec une accumulation des selles, ce qui favorise justement l'hyperperméabilité intestinale et les inflammations locales, puis généralisées par accumulation de toxines qui ont tendance à se répandre dans l'organisme. Le problème, c'est que ces toxines vont privilégier de se loger sur le système cardiaque et tendineux. Donc, en remédiation, je vous propose une solution toute simple. Donc, combiner une alimentation saine, riche en fibres et une bonne hydratation, et en augmentant votre temps de marche quotidien, justement pour vos déplacements. Cet exercice de quotidien de mobilité va favoriser ce brassage mécanique du système digestif grâce à la contraction abdominale et pelvienne. Un autre élément est aussi déterminant pour ce brassage mécanique, c'est le diaphragme. C'est l'organe principal de la respiration qui, par contraction et relâchement, va permettre d'augmenter et diminuer le volume pulmonaire. Vous avez déjà eu un aperçu de sa fonction justement grâce aux exercices de cohérence cardiaque de notre expert Sam, justement sur la gestion du stress, entre autres. Donc les mouvements mécaniques du diaphragme sont vraiment essentiels pour favoriser la qualité du transit intestinal. En se contractant, il s'abaisse et vient faire pression sur les organes en dessous, comme ceci, ce qui permet de faire avancer le bol alimentaire. Donc pour optimiser cet effet, privilégions une respiration ventrale, déjà, abdominale, à la place de thoracique haut. D'autant qu'en respirant avec la partie haute du thorax, on sollicite les muscles dits respirateurs accessoires, car censés être utilisés justement en dernier recours lors d'efforts importants. Donc, une sollicitation permanente les fatigue et par effet de sollicitation répétée les rend douloureux. Donc voilà un double impact en fait sur la prévention des torticolis et trapézalgies. Donc autant ne pas se priver. On va profiter de ce rappel justement sur ce diaphragme pour parler d'un autre bienfait de la mobilité qui est l'oxygénation de votre corps. Donc grâce à la routine qu'on a vu entraîner précédemment, vous allez améliorer la mobilité de la cage thoracique et optimiser de ce fait l'utilisation du diaphragme et les mouvements mécaniques associés à la respiration. Donc, la qualité de l'oxygénation de notre organisme est vraiment la base de toute interaction chimique et physiologique de celui-ci. Elle est essentielle dans la contraction musculaire, dans les échanges gazeux du corps, pour éviter l'accumulation de toxines néfastes pour le système immunitaire, pour le système artériel, pour le système veineux. Il favorise la récupération. Plus globalement, il améliore vraiment la santé de manière générale. Donc, n'hésitez pas à prendre 2 minutes toutes les heures, 2 heures, pour remettre justement de la mobilité dans votre espace de vie. Alors maintenant qu'on a vu les bienfaits de la mobilité, on va ensemble essayer de mieux comprendre les notions de posture, d'ancrage justement dans notre quotidien. Donc pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de la posture, je vous propose quelques rappels anatomiques, très simples, hein, vous en faites pas, sur les courbures de notre colonne vertébrale qui est la clé de voûte de notre corps. Donc la colonne vertébrale, elle possède 3 courbures anatomiques vraies, 2 lordoses, cervicale et lombaire, et une syphose dorsale, représentée ici par les flèches rouges, hein,
et les courbes vertes. Donc cette structuration en courbure permet d'augmenter la résistance de la colonne et de diminuer les contraintes par 10 par rapport au cas où justement le rachis était une ligne droite. Ces courbures doivent être le plus harmonieuses possible, c'est-à-dire posséder les mêmes angulations entre elles pour ne pas créer de déséquilibre, ce qui provoque des contraintes musculo-squelettiques majeures au niveau des charnières. C'est la jonction entre deux courbures qui vont se retentir sur l'ensemble du corps. Ici, elles sont représentées par les petites étoiles blanches. Mais avant tout, quand même, comprenons le but principal de la posture et de la station debout. Donc, il est quand même de maintenir en fait la tête droite afin d'avoir un regard horizontal, donc la ligne jaune sur le schéma, ce qui nous permet de nous équilibrer et de nous orienter dans l'espace. Étant un élément capital de l'équilibre dans l'espace, vous garderez toujours la tête droite fixe. Ce sera forcément en fait la colonne en dessous qui va compenser, s'articuler vraiment dans tous les sens afin de maintenir ce regard horizontal. C'est comme cela que sur le long terme, les douleurs s'installent par compensation prolongée. En posturologie, on emploie d'ailleurs la phrase suivante: la statique préfigure la dynamique. En d'autres termes, c'est vraiment la qualité en fait de notre posture qui détermine comment nous allons initier le mouvement et influencer notre capacité d'agir pour donner du sens au mouvement. Donc, la reprise progressive du travail nous démontre qu'en cette période de confinement, nous avons eu quand même tendance à l'inactivité, l'affaissement sur soi-même, soit via une position assise imposée par le télétravail ou encore une position prolongée dans le canapé. Donc ce genre de posture contraignante génère à long terme des difficultés de mouvement, donc des sources de douleur avec justement apparition de raideur et inscrivent progressivement notre corps dans une forme d'ankylose, parce que, comme nous avons pu le voir juste avant. C'est pour ça que le maintien d'une bonne posture, donc, qui favorise un placement vertébral neutre, limitant ainsi les contraintes sur les disques intervertébraux et articulations, assure que vous vous déplacez efficacement et permet à vos organes de mieux fonctionner, comme on a pu le voir au préalable avec le transit intestinal notamment. Donc ceci aboutit finalement à un organisme bien plus sain et optimisé, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que l'on soit en position aussi bien assise que debout. Donc comme on a pu voir, une bonne posture permet l'amélioration de grands systèmes. Nous avons vu le système respiratoire, via le diaphragme et la cage thoracique, musculaire et articulaire avec la limitation des contraintes mécaniques, une meilleure dépense énergétique et musculaire, l'impact sur les troubles musculo-squelettiques, sur la sphère digestive et circulatoire avec un meilleur transit intestinal permettant une meilleure assimilation, des limitations des problèmes digestifs, mais également sur l'état d'esprit, sur le mental. En effet, lorsque on se sent bien, nous nous sentons bien, notre posture tend à être droite et relativement ouverte. Notre stature, notre ancrage, justement, s'améliore. En revanche, les personnes qui souffrent de dépression ou de douleurs chroniques ont quand même tendance à avoir une mauvaise posture, plus renfermée, beaucoup plus délétère. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer aussi la manière de véhiculer une idée, par exemple, un message. Si vous exprimez votre opinion en vous tenant droit, en étant une stature assurée, justement, la même phrase n'aura pas du tout le même retentissement que si vous êtes dans une position totalement avachie, atone, inerte. Donc, affirmons-nous. C'est vraiment comme ça que l'on remarque la relation étroite en fait entre les impacts de la mobilité et celle de la posture. Donc, du coup, on est quand même en droit de se poser la question de comment mettre en place justement simplement et durablement ces paramètres. Donc là, je vous présente une image synthétique de profil, donc sur un plan sagittal, représentant globalement les 5 types de postures possibles. Alors évidemment, nous sommes tous des mélanges de ces différents types, ayant des conséquences qui leur sont propres. Donc pour répondre à la question précédente sur l'amélioration, cela varie vraiment en fonction du défaut postural en question. C'est pour ça qu'il est donc important d'identifier précisément là où les causes, afin de veiller à ce que les bons éléments soient travaillés et améliorés. D'où l'intérêt quand même de voir des professionnels, des experts dans ce domaine. Cependant, quand même, une mauvaise, entre guillemets, posture peut être fortement corrigée grâce à un renforcement de quelques zones musculaires clés. Un exemple, une posture voûtée est quand même le résultat en général
d'une raideur pectorale combinée avec un haut du dos un peu trop faible. Donc tout cela peut être atténué en effectuant un mouvement qui se concentre notamment sur la rétraction des omoplates et l'ouverture de la cage thoracique. Donc, petit exercice pratique, par exemple, pour juste donner un sens, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau. Donc, voilà. Vous vous placez ainsi. Hop, je m'écarte un petit peu. Et vous pouvez réaliser des rétropulsions, comme ceci, des fixations d'épaule. Donc, vous faites des séries, plusieurs séries, une dizaine. Et ensuite, en fixant les épaules en arrière, faire des élévations, comme ceci en série, pour justement renforcer entre vos omoplates. Les bouteilles d'eau, c'est simplement pour mettre un petit poids justement lors de cet exercice. Donc quand même, une autre cause commune d'une mauvaise posture peut être une faiblesse musculaire justement de la sangle abdominale ou encore des muscles paravertébraux, ce qui entraîne au fil du temps vraiment un effondrement de la statique. En conséquence, il est important vraiment de se concentrer sur le maintien et le renforcement de ces muscles de soutien afin qu'ils puissent vous aider à bien vous tenir, que ce soit en position vraiment assise ou debout. Pourquoi la réalisation de divers exercices de gainage, de renforcement abdominal est en autres vraiment idéal pour remédier à cela. L'exercice le plus simple à mettre en place, c'est le maintien de gainage abdominal en appui sur les avant-bras. Donc, comme sur la vignette, et faites bien attention à garder un alignement justement entre vos jambes, le bassin, le dos et la tête pour une bonne réalisation de cet exercice. Aussi, introduire des étirements est essentiel, est un élément essentiel pour une posture correcte. Mettez l'accent sur l'étirement des muscles fléchisseurs de hanche, sur les psoas, les adducteurs, lombaires, ischios. Tout ça vous aidera à améliorer votre mobilité et ainsi votre capacité d'adaptation, d'ancrage et de posture. Pour étirer facilement vos ischios, posez une jambe sur votre chaise tendue. Penchez-vous lentement vers l'avant en conservant le dos rectiligne. Vous maintenez cette position 30 secondes en associant une respiration lente, régulière, abdominale de préférence. Donc, vous répétez sur l'autre jambe le même protocole. Étirez bien vos psoas également avec la position de l'image, comme vous pouvez le voir, en pensant à bien avancer le bassin et à relever le buste. Voilà, en fait, d'une manière générale, pensez régulièrement à vous redresser, vous tenir droit, tout en gardant les épaules basses pour ne pas trop solliciter vos trapèzes, comme vu précédemment, en adoptant une respiration ventrale, comme expliqué. Donc, plus vous ferez ces exercices régulièrement, plus votre corps, de manière inconsciente, va intégrer naturellement les bienfaits de se tenir droit et de bien respirer, à tel point que en fait, vous ferez ça naturellement par la suite grâce à votre capacité d'adaptation. Donc, pour citer Darwin, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Donc, c'est tout à fait vrai en cette période un peu compliquée, un peu anormale. Donc, c'est vraiment sur cette citation que je vous laisse la parole en me posant des questions, justement, auxquelles je vais essayer au mieux de répondre. Donc, la prochaine session de webinaire, elle sera orchestrée par notre expert de la biomécanique et du mouvement, également entraîneur international dans différents sports tels que la natation synchronisée avec l'équipe des USA ou encore la gymnastique. C'est également ancien casteur pour le Cirque du Soleil, Fred. Donc, à vos questions et tenez-vous bien. Alors, doit forcément, c'est pas évident à répondre. Mais en tout cas, elle a un impact sur le moral, en effet. Il y a vraiment une interaction entre le psyché, le psycho et le corporel. On peut vraiment pas dissocier, on peut pas faire une fracture entre les deux. Si mentalement vous vous sentez pas bien, forcément il y aura une compensation, une extériorisation physique justement à cette posture. Donc vous allez moins bien vous tenir. Et également, une moins bonne posture vous sentira dans un état un peu plus délétère, un peu plus oppressant, ce qui aura un impact justement, comme un feedback sur votre mental, sur votre bien-être psychologique. Alors, je ne vais pas donner de chiffres francs comme ça.
ce qui est intéressant, c'est de le faire le plus régulièrement possible, parce que se donner des objectifs un peu utopiques, vous allez être motivé pendant 3-4 jours, 5, allez, une semaine, mais après, il y aura une frustration si vous n'arrivez pas à les réaliser le nombre, en tout cas, que vous vous étiez fixé. Donc, faites-le un maximum de fois par jour, mais si déjà vous arrivez tous les jours à le faire ne serait-ce qu'une fois, bah, c'est vraiment la somme de toutes ces choses qui va grandement améliorer cette capacité. Alors, c'est un petit peu la même question d'avant, juste pour la notion de temps. Euh, Pas la peine que ce soit trop astreignant, ne passez pas 1 heure à faire des étirements. Prenez quelques minutes à les faire simplement, que ce soit peut-être le soir en vous couchant, le matin au réveil suite à cette routine justement qu'on a pu mettre en place. Faut pas que ce soit trop chronophage parce que vous perdrez de la motivation à les faire et surtout, faut qu'il y ait un temps quand même minimum par exercice. Parce qu'en deçà d'un certain temps, au bout de quelques secondes, le système musculaire n'arrive pas à s'étirer correctement. Il faut qu'il ait atteint une trentaine de secondes en général pour que justement il y ait un impact physiologique sur l'étirement des fibres musculaires. C'est une excellente question, ça. Merci de la poser. Donc, comment lutter Tout simplement, en fait, ces épaules qui se lèvent comme ceci, c'est vraiment ce que j'expliquais au niveau de la posture. Votre tête est droite pour garder ce regard horizontal et c'est ce qu'il y a en dessous qui s'adapte. Donc, forcément, vous n'aurez jamais la tête qui va pencher, en fait, par contraction musculaire de tout le système SCOM, scalène, trapèze. Bon, c'est des jolis termes. Enfin, voilà, pour le groupe musculaire ici. Donc, c'est forcément votre épaule, artificiellement, avec les muscles qui se contractent, qui vont s'élever. Donc, tout simplement, mettez en place ces routines de mobilité articulaire, comme on a pu le voir, hein, les inclinaisons, les rotations, les flexions. Déjà, redonner en fait de la mobilité articulaire et commencer à détendre ce système musculaire. Vous pouvez aussi très bien ajouter quelques exercices d'étirement. Par exemple, pour étirer le trapèze assez simplement, vous pouvez simplement saisir votre tête comme ceci, garder votre épaule basse et venir sentir l'étirement. Voilà, vous répétez ça de chaque côté. Mettez en place un peu de mouvement aussi au niveau des épaules. Et déjà, toutes ces choses-là, répétez dans la journée, 2-3 minutes à chaque fois, suffira amplement à justement éviter cette courbure voûtée ou ce redressement des épaules, comme on pourrait dire. Évidemment, il faudra peut-être aussi penser à adapter le poste de travail. Peut-être que s'il est trop bas, vous serez forcément penché au-dessus, alors que s'il est un peu mieux réglé au niveau de la hauteur, vous n'aurez pas cet effort d'arrondissement du dos. Alors déjà, juste pour expliquer un petit peu aux gens ce que peut être une hernie de la ligne blanche, en fait, la ligne blanche, c'est vraiment une nappe fibreuse, ligamentaire, à la jonction des différents abdos. Donc du coup, quand il y a une hernie, c'est une ouverture au niveau de cette ligne blanche qui laisse passer une partie du système intestinal, pour faire très simple. Donc c'est sûr que c'est un petit peu embêtant, mais totalement viable et absolument sans danger. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire des exercices justement de maintien de posture, aussi bien d'équilibre en fait entre la partie postérieure et antérieure. Ne pas faire que du renforcement abdominal, parce que cette contraction abdominale aura tendance à serrer, maintenir et faire un petit peu ressortir cette hernie. Donc il faut bien équilibrer justement aussi bien la partie antérieure que postérieure, mais également ces exercices de respiration avec le diaphragme, qui en se contractant va faire mettre en tension le système pelvien pour justement équilibrer avec cette notion d'équilibre musculaire et d'équilibration des caissons entre la partie thoracique et abdominale. Donc vraiment du renforcement profond, du genre pilates, des exercices de respiration abdominale, des abdos hypopressifs, ce qu'on peut appeler, mais plutôt qu'éviter des grosses forces de contraction directement. Alors, c'est une excellente question. Je ne m'attendais pas à avoir une question de ce genre. Alors, la bosse du bison, c'est une partie, donc pour ceux qui ne savent pas, à ce niveau-là. C'est une induration énorme au niveau aussi de la peau, en fait, du système tégumentaire, mais en fait avec toute une composante et une inflammation articulaire, musculaire. C'est un peu un mélange de tout.
pour y remédier, enfin, en tout cas, ça, c'est pas osseux. Vous n'avez pas une excroissance osseuse, à moins que vous ayez une arthrose vraiment dégénérative importante, mais dans ce cas-là, ce sera pas vraiment le souci. Mais en général, c'est vraiment une compensation musculaire avec un enroulement un petit peu du haut du dos et avec un impact en fait neurologique sur la qualité des tissus en fait de vos téguments, de votre peau, qui vient l'indurer un petit peu, donc l'épaissir. Voilà. Bah ça, c'est une très bonne question. Comment éviter de s'avachir? Alors, en tout cas, c'est sûr que la mobilité articulaire pure, en fait, ne va pas remédier au fait de s'avachir. Mais en fait, toute mobilité articulaire va être engendrée par une contraction musculaire, volontaire ou non, hein, évidemment. Mais quand vous bougez votre poignet, tout ça, ce sont des muscles, en fait, avec leurs insertions, qui font bouger l'articulation. Donc forcément, si vous faites de la mobilité articulaire, vous allez recruter les fibres musculaires qui permettent ce mouvement. Donc oui, en faisant de la mobilité articulaire, vous allez recruter les fibres qui vont justement favoriser un renforcement musculaire qui est, comme expliqué, la charpente du corps humain et éviter cette sensation d'être avachi sur soi-même, de se ratatiner un petit peu et permettre de mieux se tenir, beaucoup plus droit en tout cas. Donc oui, les exercices de mobilité articulaire vont aider via l'impact musculaire en fait. Euh, Évidemment, pour reprendre votre phrase, le gainage, oui, aura une importance justement pour le maintien de la statique entre les muscles abdominaux et justement paravertébraux pour ce maintien. Très bonne question. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que le phénomène d'arthrose avant de pouvoir y répondre. L'arthrose, c'est vraiment une usure du cartilage. C'est deux surfaces articulaires qui bougent l'une contre l'autre. Au bout d'un moment, elles s'usent. Et en s'usant, en frottant l'une contre l'autre, elles génèrent de manière anarchique de l'os. Donc en fait, c'est vraiment une production anarchique d'os dans vos articulations qui est souvent en phase inflammatoire provoque ces douleurs. Donc déjà, les conseils pour éviter ce phénomène arthrosique, c'est de faire attention à votre posture, qui permettra de mieux répartir justement les contraintes articulaires. Imagine, c'est un exemple, hein, je donne des chiffres un petit peu ronds, et on est censé répartir nos contraintes mécaniques lorsqu'on est debout au niveau du bassin et des jambes à 50-50, on a deux jambes. Mais si pour des défauts posturales, vous êtes à 70% sur une jambe et à 30% sur l'autre, évidemment, la jambe à 70% aura tendance à être beaucoup plus sollicitée, donc une usure prématurée de tout le système capsulo-ligamentaire, articulaire, qui va abîmer ce système-là et du coup engendrer ce phénomène arthrosique. Donc déjà, maintenir une posture équilibrée, voir un spécialiste de ça. Et aussi, c'est tout, encore une fois, ces exercices de renforcement, d'étirement, en prévention. Là, c'est vraiment de la prévention parce qu'une fois que le phénomène d'arthrose est présent, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas l'enlever, à moins de le réséquer chirurgicalement, mais ça se fait pas très très bien. Donc, vous pouvez faire ces exercices en prévention pour justement maintenir cette charpente et éviter un effondrement statique sur vos articulations, car les muscles vont soutenir en fait l'ensemble du corps et éviter ces phénomènes de pression un peu de partout. C'est une question assez intelligente. Ça dépend de la quantité en fait. Alors, il est vrai que les footings auront un impact surtout au niveau méniscal, au niveau des genoux, surtout si l'on court avec des mauvaises chaussures et sur du béton. Car chaque pas que vous allez faire, avec un peu d'impact, justement, va venir taper, percuter votre système musculo-ligamentaire et articulaire et va répandre toutes ces contraintes d'énergie sur le reste de votre corps. On a une capacité d'adaptation, mais des fois, ça ne suffit pas et par sollicitation prolongée, votre corps va être un petit peu abîmé par rapport à ça. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose à savoir. Après, il y a tellement d'avantages à faire du sport d'une manière générale, mais pas que sur le côté articulaire, sur le côté
vasculaires, psychologiques, endocriniens, notamment avec, pour éviter tout ce qui est problème de diabète, insuline, sur le taux de cholestérol, sur l'activation du transit intestinal. Il y a tellement de bienfaits que pencher, d'être noir ou blanc sur ce genre de choses n'est pas très pertinente. Il faut savoir doser les choses. Donc, continuer à faire de l'exercice, ça c'est important. Après, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est d'adapter ce footing en mettant des bonnes chaussures déjà, plutôt que si vous courez en tongs, évidemment, ce n'est pas très conseillé. Adapter le terrain, si possible, éviter les surfaces trop dures, courir un peu sur des terrains un peu plus meubles. Et ça dépend également de la fréquence. En fait, il y a tellement de paramètres que c'est pas une seule chose qui va provoquer le tout. C'est une succession, une accumulation de ces différents niveaux. Alors, pour ce qui est des jambes lourdes, il faut être sûr déjà d'éliminer tout ce qui peut être vasculaire ou neurologique. Donc ça, c'est de l'ordre un peu plus de la pathologie, on va dire. Mais d'une manière générale, quand même, en fin de journée, quand on peut se sentir un petit peu engourdi comme ça, en étant statique, c'est souvent parce qu'en étant assis, vous venez comprimer en fait le retour veineux au niveau de l'arrière de vos jambes, de l'arrière de vos cuisses, donc qui crée une stase veineuse, un peu une accumulation. Et vous avez un besoin du coup de faire de l'exercice, des étirements, même simples, pour justement relancer cette pompe musculaire qui va aider à chasser le sang et le faire remonter. Parce que le sang artériel, donc qui sort du cœur, a une pression sanguine et va à peu près là où il veut. Or que le phénomène inverse, qui amène le sang des organes au cœur pour se réoxygéner, c'est la circulation veineuse. Et ce système veineux est un système totalement passif. Il y a différentes manières pour aider justement à faire son rôle, mais un des éléments importants est justement la contraction musculaire qui va chasser vraiment par pression et faire remonter le sang et éviter ces sensations de jambes lourdes et ces stases dans les jambes. Donc, quels exercices? Des exercices en contraction, faites un peu de marche, quelques montées d'escalier, justement, forcez un petit peu sur ce système qui est totalement engorgé. Des simples contractions musculaires aideront beaucoup. Alors, ces douleurs de tendon d'Achille, il faudra s'intéresser à depuis quand, comment elles sont apparues, évidemment, parce qu'il peut y avoir mille et une étiologies à ces douleurs. Donc, je vais quand même donner des grands principes généraux, mais ce sera peut-être intéressant qu'on se voit dans un contexte plus personnel pour pouvoir y répondre. Mais je vais quand même essayer d'apporter des brides de réponse. Simplement, pour réduire la douleur, c'est simplement déjà mobiliser cette cheville, éviter cet engorgement au niveau musculaire du mollet, avec le tendon d'Achille en fait qui en résulte. Faites des étirements, il est important. Un muscle, il est fait sans arrêt pour se contracter, il y arrivera toujours. Mais si vous ne l'étirez pas, il aura tendance à se figer, à se fixer, et du coup à se contracter en permanence, dépenser de l'énergie inutile, qui sera pas utilisée à bon escient en plus, notamment pour le phénomène de cicatrisation, parce que ça demande de l'énergie, tout ça. Donc déjà, faire un peu d'exercice de mobilité, des étirements, ce sera important. Vérifiez que vous n'avez pas des infections dentaires ou des coupures, des choses comme ça, à soigner en tout cas, parce que comme on a pu voir, le système bactérien adore se loger sur le système tendineux et cardiaque. Beaucoup de coureurs soignent justement des tendinites d'Achille présentes depuis des années, alors qu'ils font tout ce qu'ils ont pu, simplement en fait en allant voir le dentiste, en réparant, en faisant ce qu'il y a à faire au niveau de leurs soins dentaires, pour éviter justement des germes infectieux qui ont tendance à se répandre de partout. Et il y a énormément de sportifs, oui, du coup, on leur demande de faire un bilan dentaire, vraiment à cause de ça. Donc, il faudra voir l'étiologie et pour pouvoir mieux y répondre, en tout cas. C'est un peu trop isolé pour donner une réponse assez générale. Alors, si vous avez des douleurs comme ça dans la main, le bras ou dans le cou, à cause de la souris, ça veut dire que vous êtes tout le temps un petit peu comme ceci à mobiliser. Ça veut dire qu'il y a des contraintes à différents endroits.
qui perturbe en fait le bon passage vasculaire, certes, mais surtout neurologique, nerveux. Parce qu'à ce niveau-là, au niveau cervical, on a ce qu'on appelle le plexus brachial qui s'étend tout le long du bras, ce qui vous permet de faire ça notamment et d'avoir une sensibilité. Et du coup, en fait, ce plexus brachial passe vraiment à ce niveau-là, entre la clavicule et ce qu'il y a derrière. Et en ayant des positions comme ça, sans cesse de mouvements répétés, il y a une pince costo-claviculaire, un joli terme, on s'en fiche, qui vient appuyer, léser un petit peu ce système neurologique. Donc déjà, redonner de l'espace, vous pouvez déjà maintenir un peu votre clavicule et faire des mouvements comme ceci, vraiment en bloquant votre clavicule. Donc ça va créer de la mobilité, mais tout en tirant vers l'avant et vers le bas votre clavicule pour essayer de redonner un peu d'espace. Donc déjà, pour permettre un bon passage, c'est un peu comme si sans arrêt on stimulait un circuit électrique, et ben forcément il va donner des mauvaises informations. Ensuite, vous pouvez faire le même principe au niveau musculaire avec les étirements, parce que les différents nerfs ne passent pas comme ça au hasard dans le corps, ils suivent un tracé qui suit le long justement des chemins musculaires. Donc si le muscle est très contracté, il prend plus de volume, donc qui dit plus de volume va comprimer ce qu'il y a autour, alors que si vous l'étirez bien, il aura tendance à s'allonger et du coup à être moins en contrainte avec ce système-là. Donc mettez en place de la mobilité, de l'étirement pour déjà soulager un petit peu ces doléances. Alors, le système lymphatique est un système vraiment très complexe. Ça dépendra en fait du problème à ce niveau-là, au niveau lymphatique. En fait, on a des grandes zones de collection au niveau lymphatique, notamment au niveau sous les aisselles, au niveau des plis de hanche, du pli de laine, hein, comme on peut l'appeler. Et ces problèmes de retour lymphatique, en fait, pareil, c'est des chaînes ganglionnaires qui ont un énorme rôle dans le système immunitaire, entre autres. Euh, et Et un peu comme le système veineux, en fait, il va forcément être comprimé par tout l'espace environnant. Donc si tout prend de la place, tout est grippé, il y a peu de mobilité, tout ce système-là va être fortement impacté, fortement bloqué. Donc ce sera un petit peu la même réponse que par exemple pour le système veineux avec les jambes. Ça va être vraiment de la mobilité et du travail sur ces muscles en étirement et en contraction. Mais sur ce système lymphatique, il sera intéressant de voir aussi des spécialistes justement pour voir pour quelles raisons il y a ces problèmes au niveau lymphatique, parce que c'est un système vraiment particulier qui traite beaucoup justement sur la sphère immunologique et de défense en fait. Donc ça, ce sera un point que je vous conseille à faire surveiller, si ce n'est pas déjà fait, hein, évidemment. Donc ces exercices, déjà, si c'est au niveau par exemple des jambes, au problème de retour lymphatique un petit peu au niveau des jambes, n'hésitez pas à marcher, à faire des mouvements d'amplitude articulaire, cheville, genou, hanche. Pareil au niveau de la collection sous le bras, pour redonner un peu de mouvement. Surveiller en fait tout ce système-là et voir s'il n'y a pas une infection un peu chronique que vous pouvez avoir qui solliciterait tout ce système de défense. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également Nacéol et Chorus justement pour l'organisation de ces webinaires, ainsi que Mathilde et Emma, nos intervenantes de l'ombre pour la partie technique.